Oui, je déménage. Je suis en plein déménagement en ce moment, donc normalement dans la prochaine vidéo, il y aura un tout autre décor. Mais bon, on va pas encore trop s'avancer. Let's go, c'est parti pour la vidéo. Ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous vos retours suite à mon dernier post où j'annonçais d'ailleurs faire une petite pause dans le rythme. Et cette pause, je l'ai faite pour plusieurs raisons. Il y a ma situation actuelle du coup, parce que je suis en plein déménagement, etc. qui fait qu'il est difficile pour moi de regarder des films plus régulièrement qu'avant. Il y a aussi d'autres problèmes. Ce qui a engendré une certaine tristesse auquel je ne m'attendais pas trop et une perte de motivation. Et surtout, à travers ce ressenti, j'avais l'impression d'être un peu perdu dans ma manière d'aborder le cinéma avec vous, et comment rendre les vidéos plaisantes pour vous autant que pour moi, donc j'avais besoin de prendre un peu de recul. Salut à tous, bienvenue dans ce premier avis express, avis simple et rapide sur le cinéma d'actualité, et aujourd'hui vous avez reçu la commande Grand Budapest Hotel. Alors réalisé par Wes Anderson. Cette vidéo date de 2014. Et c'est la toute première vidéo que je sors où je parle d'un film du haut de mes 19 ans. Depuis tout petit, le cinéma me fascine beaucoup et je baigne très tôt dedans. C'est un échappatoire, un rêve éveillé qui me faisait tout oublier. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. En grandissant, mon regard a changé, s'est transformé et ce regard se modifie encore aujourd'hui à l'heure où j'écris ces lignes. Quand j'ai lancé ma chaîne il y a presque 5 ans en tant que GimFocus et que j'ai tenté de reparler de cinéma, c'était au travers d'un regard qui était toujours en construction et qui souffrait à l'époque selon moi de pas mal de raccourcis dans la réflexion. Et c'est possible que je me fasse la même remarque pour cette vidéo dans 10 ans. Le changement de ce regard, il est lié aux conditions matérielles qui me traversent, comme nous tous. Et à cette époque, par exemple, la politique et le cinéma sont deux choses assez distinctes. J'étais encore très peu politisé, possiblement assez réactionnaire, sans réellement le conscientiser. Au fur et à mesure, j'ai pris conscience que l'un ne va pas sans l'autre, et qu'on est perpétuellement dans la politique quand on regarde un film, qu'il soit d'auteur ou bien le produit d'une grosse franchise, que ce soit le cinéma contemporain ou celui du passé. L'esthétique d'un film est liée à ses dynamiques sociales, historiques et politiques, qui transforme chaque année le cinéma et notre manière aussi de l'appréhender. Mais alors quoi, notre regard devant un film n'est donc pas vraiment personnel, il n'est lié qu'à notre connaissance et à notre situation sociale qui nous dépasse? Est-ce que ce regard sur le cinéma n'est-il pas un peu froid? Cette prise de conscience dans ma façon de voir les films m'a pas mal chamboulé dans ma manière de les percevoir et donc de les critiquer. Car je me suis rendu compte à quel point c'était souvent un tabou par exemple de regarder un film à travers un prisme politique et parfois radical. Ce qui fait que j'ai récemment beaucoup plus polarisé sur certaines vidéos. Alors c'est souvent bon signe de polariser puisque ça signifie que ta position est affirmée et que tu évites de tomber dans une sorte de neutralité qui n'existe pas, de prendre une position que tu n'assumes pas. C'est le cas de beaucoup de youtubeurs droitards par exemple qui ne se revendiquent pas politiques mais ont pourtant livré un agenda d'une certaine couleur au travers de leur refus de la modernité, de leur critique sur un certain système économique et leur coup de gueule sur les femmes et les noirs dans les rôles principaux des derniers Disney. Mais malgré ce bon signe, je me suis un peu bloqué tout seul, déjà car je sentais venir en moi un rapport différent à ce que je regardais et c'est pas souvent facile de l'appréhender, surtout au vu de tout ce qui se passe aussi autour de nous. Et en prenant conscience de ça, j'ai constaté qu'une grande partie de la critique cinéma, qui a été assez héritée majoritairement de la vision auteuriste de la nouvelle vague, était souvent limitée sur le champ politique d'un film, en analysant une œuvre par le prisme d'un auteur, d'une patte et par la forme que prend le film. Ça peut être évidemment passionnant, mais ça peut paraître un peu redondant et abstrait quand on tente de chercher une espèce de neutralité en prenant le film comme entité hors de toute temporalité. Cela dit, nous sommes tout le temps abstraits quand on parle d'un film, même en essayant d'être le plus concret possible, car tout part d'une expérience personnelle en tant que spectateur. Laurent Julier, qui est professeur d'études cinématographiques, aimait à penser que l'analyse provenait de 3 stades différents. Il y a l'appréciation, qui naît de l'expérience personnelle du film en tant que spectateur, et les émotions qui en découlent. Elle prend sa source dans cette analyse une minute, informulée, que tout le monde mène au simple fin de comprendre le film et d'en tirer du plaisir ou des renseignements. Parce que le film résulte d'une collaboration entre les personnes qui le créent matériellement et celles qui le regardent en le faisant exister. Il y a ensuite la description qui va au-delà de l'appréciation pour tenter de décrire par exemple un plan ou une séquence, ce qui signifie que l'on rentre déjà dans un angle critique volontaire qui va très souvent être littéraire. Et à cela s'ajoute l'angle de l'interprétation. Elle partage avec l'appréciation un privilège, c'est celui de toujours tomber juste. La mauvaise lecture d'un texte de loi ou d'une consigne se conçoit, mais pas la mauvaise lecture d'un film. Si j'ai eu telle réaction en le voyant, si je pense avoir vu un navet et si je soutiens contre vents et marées qu'il véhicule telle idée épouvantable, c'est mon droit. Cet angle de l'interprétation reflète une partie de la critique cinéma, qu'elle soit perçue comme professionnelle ou amateur, et relève à quel point tout ça est finalement assez abstrait. Mais comme disent Jacques Aumont et Michel Marie,
il n'existe pas de méthode universelle pour analyser des films. Mais chaque cinéaste derrière un cadre, un choix dans le montage, prend une décision qui est politique et esthétique dans sa manière de filmer, de raconter ou de montrer. Tout est vraiment très lié. Alors attention, ça n'implique pas forcément évidemment de coller une couleur politique à chaque film, d'absolument dire que c'est de droite ou de gauche par exemple, mais que chaque esthétique et chaque interprétation ou chaque choix de plan découle d'une situation politique ou sociale, d'un regard sur le monde, les gens, les histoires, l'esthétique elle-même, et que ça permet de mieux comprendre aussi pour moi les dynamiques qui ont entouré le cinéma, qui les entourent encore, pourquoi certains films restent, d'autres tombent aux oubliettes, pourquoi certains sortent et d'autres sortent pas, pourquoi ce système de financement, qu'est-ce que je trouve magnifique dans une histoire, un plan, un cadre, et comment ça se matérialise esthétiquement autant que politiquement dans les relations filmées, mais aussi dans le rapport aux images qu'on nous montre. Et j'ai pas mal bloqué ces derniers mois pour réussir à parler des films que je voyais et des choses que j'apprenais, parce qu'il y a eu finalement un nombre important de déceptions, que ce soit des critiques, des cinéastes, des gens que j'admirais, par l'avènement de plusieurs prises de conscience collectives sur des choses qui ne vont pas dans le monde du cinéma, qu'il s'agisse des VSS, de l'élitisme cru de l'industrie qui est très autocentré, il y a eu plusieurs moments de radicalisation et de prise de position affirmée qui m'ont pas mal déçu. Mais aussi, quand on aime le cinéma, il est difficile de voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'a pas été, tout ce qui est à remettre en question. Le cinéma est toujours perçu comme une bulle, esthétiquement comme socialement. Et ça aussi, c'est parce qu'il y a une histoire et des rapports sociaux derrière. Et il devient davantage individualiste que collectif dans sa façon de le penser et de le regarder, ce qui n'a pas toujours été le cas. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve le champ critique sur YouTube assez mauvais et catastrophique, tout comme j'ai du mal avec une certaine critique qui hisse le cinéma au-dessus de tout le reste. Tout cela participe à faire du cinéma quelque chose soit de distingué, soit de si facilement accessible qu'il n'en devient qu'un divertissement comme un autre, où l'angle critique s'arrête à l'émotion suscitée et donc à un avis perso, pas souvent très intéressant. Ce qui marche pourtant le plus sur les plateformes YouTube ou TikTok par exemple. Ajoutons à cela que ces avis qui se veulent anodins entre guillemets dans leurs approches, après tout ça va, c'est que du cinéma diront certains, alimentent une dynamique dangereuse sur notre rapport à la culture et à son conformisme. Conformisme qui fait valider d'autres prises de position politiques et esthétiques sur l'avenir du cinéma. Ne parlons même pas des influenceurs qui, pour une place gratuite chez Warner, adoubent des films en les voyant comme des produits mercantiles pour avoir comme but perso de s'enrichir et remplir son carnet d'adresses. Tout ça lisse encore plus la façon de parler des films et prend davantage d'ampleur. Et on parle très rarement de films qui ont du mal à se faire entendre. Pourtant, le cinéma, c'est déjà très large et c'est un moyen crucial et nécessaire pour moi pour comprendre comment notre société change, comment le capitalisme dans lequel il est né a continué de se transformer et à tirer bénéfice de cet art, qu'on jugeait impur dans le sens où c'était un art qui a très vite dépendu de gros moyens de production et d'une distinction sociale pour exister, malgré ce combat contre la non-rentabilité des œuvres. Le cinéma, de par son industrialisation très rapide et impressionnante, et de par l'hégémonie culturelle de certains pays, façonne le monde que nous imaginons à travers lui. C'est l'origine de tout préjugé, de toute sensation et de présupposé. C'est encore plus le cas depuis l'arrivée du numérique, où les images sont massivement exploitées et sont plus accessibles pour toutes et tous. Le cinéma façonne notre imaginaire, parfois de façon rêveuse, plastique et fantastique, mais parfois aussi de façon très trompeuse et biaisée, ce qui amène obligatoirement là aussi à du contexte et du contenu politique, social et historique, pour comprendre aussi l'évolution de son esthétique et de notre rapport au bon goût. Qu'il s'agisse du cinéma de propagande, celui social, bien sûr celui du divertissement qui se prétend n'être qu'un repos pour les cerveaux, même celui expérimental, sans parler du documentaire qui allie souvent brillamment l'esthétique et la politique, et qui devient d'ailleurs au fur et à mesure mon genre préféré, où la vision autoriste d'ailleurs me semble bien plus pertinente. Car autant dans la construction que dans la réalisation d'un documentaire, l'équipe est bien plus petite et accompagne très souvent le ou la cinéaste dans son regard et son approche, ainsi que ses sujets qui se ressemblent souvent à travers les films. Bref, tout ça ce sont des choses qui me semblent importantes à analyser pour lire le cinéma et en parler. Ce sont des aspects rares dans le paysage critique, et je note quelques belles découvertes comme les critiques de Tsunami ou du Club Lumière là-dessus. J'essaie donc d'avoir du recul dans ce que je veux raconter dans mes vidéos pour que ça continue aussi à me passionner à travers ce regard qui continue de changer. Alors peut-être que je me prends beaucoup trop la tête, mais le cinéma c'est vraiment un art incroyablement populaire, transclasse, qui fascine absolument tout le monde, y compris ceux qui n'y vont que 2 fois par an. Ce constat fait qu'il est important pour moi d'en parler et de le défendre. Et pour le défendre, cela implique obligatoirement une prise de position politique, aussi dans sa manière de le percevoir, qu'il s'agisse de les critiquer, mais aussi de voir qui sont de potentiels adversaires face à son système économique,
Quelles sont les questions à se poser pour que le cinéma continue d'être accessible? Quel est son enjeu en France et pourquoi est-ce différent à travers les pays? Bref, c'est un paquet de questions qui couvre énormément de sujets qui sont parfois très vastes. Il y a aussi un autre aspect sur lequel j'ai démarré la chaîne et que j'aimerais reprendre aussi en vidéo plus régulièrement. Si le cinéma n'est pas forcément donné à tout le monde, et si évidemment il n'est pas au centre de la vie de toute la population, il génère par contre énormément d'argent. Par conséquent, comme toute industrie, elle engage une quantité non négligeable de techniciens aux compétences très spécifiques pour exister. Et c'est aussi parce que j'ai travaillé sur les plateaux de tournage que mon rapport au cinéma et sa vision très autoriste change. Le livre de Samuel Zarka est passionnant à ce niveau-là puisqu'il raconte historiquement comment le cinéma a très vite été une affaire de division du travail à travers les compétences spécifiques de certains individus. Et cette division s'est aussi manifestée selon le genre et l'origine de celles et ceux qui travaillent dedans. Et comment cette vision auto-centrée d'une personne comme unique créateur d'un film, souvent placé assez haut socialement, on va pas se mentir, est profondément politique. Il est difficile pour moi, en tant que technicien, de ne pas être témoin de ce travail collectif et de voir qu'il est sans cesse très invisibilisé. Cela ne m'empêche pas de garder un point de vue de spectateur quand je découvre les films en salle, de continuer d'avoir un certain plaisir à adopter une lecture auteuriste sur les films, car je pense qu'il y a un regard, des sujets qui peuvent être liés aux convictions esthétiques d'un auteur. Mais le système économique et très patronal de cette industrie m'intéresse et me fascine toujours plus dans les absurdités de ce système, qu'il s'agisse des conditions de travail, du pistonnage, du favoritisme, de ses avantages et inconvénients. Il y a tout un aspect social mais aussi technique qui me paraît important à ne pas oublier et à rassembler avec un tout dans l'analyse pour mieux comprendre les dynamiques qui entourent aussi ce système de travail. Un système industriel, sans usine, qui, à l'ère du capitalisme, souffre aussi de décisions politiques qui écrasent les techniciens dans leurs conditions de travail. Cela a aussi un impact sur les films et séries qu'on voit, sur les productions audiovisuelles, dans une époque de surconsommation de toutes ces choses-là. En tant que technicien qui baigne dedans, j'ai envie de vous partager davantage mes connaissances techniques, mais aussi de vous faire comprendre à quel point le cinéma aujourd'hui est un travail collectif très invisibilisé. Toutes ces pistes de réflexion font que je me demande comment je veux parler de cinéma aujourd'hui. Et si j'ai décidé de tourner et d'écrire cette vidéo, c'est parce que je pense avoir trouvé une réponse. Politiquement, déjà, en combattant des idées, la mercantilisation du cinéma, le lissage de celui-ci, l'accaparement bourgeois, les arguments infondés et surtout un regard sur l'esthétique. Sur cet aspect abstrait qui est en mouvement permanent et qui transforme le cinéma dans son histoire. Comprendre pourquoi cette histoire nous touche, nous énerve, pourquoi ce plan nous fait pleurer, nous fait rire. Comprendre comment, malgré un ressenti personnel, nous sommes conditionnés par nos situations qui définissent notre rapport au cinéma. Mieux le comprendre aussi au travers d'entretiens avec des gens qui alimentent la réflexion autour. Bref, faire finalement comme ce que je faisais avant mais avec peut-être un peu plus de précision. Il y a un paquet de choses à raconter dessus. Parler de cinéma, c'est à la fois très facile et très difficile, mais ça n'a jamais été aussi populaire d'en parler puisqu'il est justement un art qui parle à tout le monde, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et qu'il est surtout profondément politique, et qu'en temps de crise, il est au centre d'un paquet de débats, de discussions et de gros combats liés à ses investissements et liés aux conditions de ceux qui travaillent dedans. Et si je tiens encore, malgré ces grosses périodes de doute, à faire des vidéos dessus, c'est parce que je pense qu'il y a non seulement un combat non négligeable à mener, mais aussi parce que je l'aime, tout simplement, et qu'il fait partie intégrante de ma vie depuis si longtemps, que revoir cette vidéo que je vous ai montrée au tout début m'a fait tout bizarre, mais m'a aussi redonné de la motivation. On dirait un peu que je fais une lettre de motivation sur la fin. Un peu, non? Genre pour essayer d'expliquer pourquoi je continue sur YouTube. Merci à tous en tout cas pour votre soutien, merci de continuer à me regarder, à être de plus en plus nombreux, et j'espère vous retrouver très vite pour de prochaines vidéos, potentiellement sur un autre décor. À très vite, ciao!